Voilà, bonjour. Alors, on va travailler sur le premier chapitre de l'année, thème 1, chapitre 1, le réseau de vente, au sein d'une grande partie qui s'appelle Découvrir le cadre d'action de l'équipe commerciale. Voilà. Donc, premier chapitre, on va essayer de découvrir ce que c'est que ce réseau de vente. Alors, ce réseau de vente, il peut se définir en fait comme l'ensemble des canaux et des intervenants qui concourent à la distribution et à la commercialisation des produits, à la fois des biens ou des services de l'entreprise. Donc, vous voyez les deux caractéristiques, c'est d'abord les canaux de distribution, puis on verra dans un deuxième temps les intervenants, les acteurs qui concourent à la distribution et à la commercialisation des produits. Alors, premièrement, les canaux de distribution. Pour acheminer les produits d'un lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente, l'entreprise met en place des canaux de distribution, c'est-à-dire des voies d'acheminement qui peuvent faire appel à des intermédiaires. Et c'est l'ensemble de ces canaux qui constitue un circuit de distribution. Alors, il y a une variété de canaux de distribution et le nombre d'intermédiaires va déterminer la longueur du canal. Plus nous allons avoir d'intermédiaires, plus le canal va être long. Vous voyez ici un canal qui va être long. Entre le fabricant et le client, nous allons avoir un grossiste, une centrale d'achat et un détaillant. On peut avoir un canal tout à fait direct, c'est-à-dire que le fabricant vend directement au client. C'est le cas par exemple sur les marchés. Vous avez ceux qui produisent, les producteurs de fruits et légumes qui vendent directement sur le marché à leur client final. Et vous pouvez avoir un canal court, un fabricant qui vend à un détaillant. Par exemple, on pense tous les magasins par exemple de chaussures, de vêtements, etc. Et qui vendent au client final en passant par un détaillant. Donc le canal direct, c'est un canal sans intermédiaire qui établit un contact direct avec le client et qui va exiger la mise en place pour cela d'une organisation commerciale par le producteur lui-même. Voilà, donc il va falloir qu'il mette en place toute une organisation pour pouvoir vendre à son client. C'est le cas aussi de la vente à distance, la VAD ou aujourd'hui toutes les ventes sur Internet, la vente sur les marchés ou la vente même à domicile. Le canal court est un canal qui va intégrer donc un détaillant, un seul intermédiaire entre le producteur et le client final. Producteurs et détaillants vont signer des accords de distribution et ces accords passés entre des entreprises qui vont être juridiquement indépendantes et qui pourront prendre notamment, penser à tous les contrats de franchise ou des concessions. Voilà, par exemple, des marques de voitures qui vont vendre leurs voitures à des concessionnaires qui eux-mêmes vont vendre aux clients finaux. Et enfin, le canal long qui fait intervenir plusieurs intermédiaires qui peuvent être des grossistes, des centrales d'achat, des détaillants, des courtiers, des commissionnaires, des agents commerciaux. C'est effectivement un canal qui apporte une très bonne diffusion géographique, mais il engendre des coûts élevés parce qu'évidemment, chaque intermédiaire prend sa marge. Et puis, bien sûr, le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a un risque de perte de contact entre le fabricant et son client final. Vous voyez, donc des avantages et des inconvénients pour chaque canal. Alors, donc, deuxième grande caractéristique d'un réseau, après les canaux de distribution, ce sont tout simplement les acteurs. Donc, nous avons deux grands types d'acteurs. Nous avons les revendeurs et la force de vente. Alors, ils ont pour mission de faire quoi, revendeurs et force de vente? De vendre, de référencer le produit ou le service auprès des clients divers. Donc, le but, c'est de développer des relations durables avec les clients, évidemment dans un intérêt réciproque. Alors, tout d'abord, on a qui comme revendeur? On a des grossistes. Ils couvrent une zone géographique déterminée. Ils diffusent les produits auprès d'un grand nombre de détaillants. On parle de cash and carry. C'est une forme de vente qui appartient au commerce de gros et effectuée en libre service à destination, par exemple, de professionnels, de collectivités, d'associations. Nous avons ensuite les détaillants, donc leur fonction principale, ils achètent des marchandises pour les revendre aux clients. Ils réalisent une marge. Cette marge rémunère toutes les tâches qu'ils vont assumer pour permettre la commercialisation des produits et des services.
Nous avons ensuite les centrales d'achat et de référencement qui négocient le choix des fournisseurs qui sont imposés au point de vente, qui répertorient les fournisseurs, parfois qui laissent ainsi au magasin une certaine liberté de commande, parfois auprès d'autres fournisseurs. On pourra le voir évidemment chez certains indépendants. Alors, la force de vente. La force de vente, quel que soit le mode de distribution de ces produits, l'entreprise devra déployer une force de vente. Ce sont tous les acteurs qui vont être impliqués dans la vente d'un produit ou d'un service. Alors, cette force de vente, elle peut être interne ou externe. Pour vous rappeler ces deux grands types de force de vente. Alors, force de vente interne, rappelez-vous bien, c'est l'ensemble des personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail. Elles vendent bien sûr les produits et les services et elles ont une démarche active en direction des clients. Ils sont soumis à un contrôle hiérarchique et à un contrôle de leur activité. C'est une force de vente propre, une force de vente en interne. Par exemple, les vendeurs, les attachés commerciaux, les VRP, etc. Deuxième grand type de force, la force de vente externe, on va appeler externe ou délégués, qui sont des personnes physiques ou morales liées à l'entreprise par des contrats d'affaires et qui seront chargés de vendre des produits ou des services, ayant une démarche active vers les clients, mais ils sont prestataires d'un service et donc ils ne sont pas soumis à un contrôle hiérarchique de leur activité. Ça peut être des agents commerciaux, des courtiers ou des commissionnaires. Voilà pour la force de vente. Alors, quelles sont ses missions à cette force de vente? Donc, rappelez-vous, 3 grandes missions. Première mission, gérer la relation client. Donc, on est ici en négociation de la relation, négociation NRC, négociation de la relation client. Donc, la gestion de la relation client, ça commence de la prospection. J'analyse le marché, j'identifie des clients potentiels, c'est-à-dire des prospects. Je vais présenter l'offre de l'entreprise, je vais les conseiller, je vais mettre en place un certain nombre de techniques, je vais négocier des ventes, développer du chiffre d'affaires et de la marge, apporter de la valeur ajoutée au client, c'est-à-dire je vais chercher à fidéliser le client, à augmenter le capital client de l'entreprise, donc à travers une fidélisation des clients. Vous verrez ça abondamment dans vos cours, notamment les cours de mercatique. Et vous avez un cours de relations clients. Alors ensuite, deuxième grande mission de la force de vente, c'est de produire et de traiter de l'information. Alors pour pouvoir gérer une relation client, au cœur aujourd'hui de l'activité du commercial, il doit optimiser au maximum l'information sur les clients, à la fois enrichir un système d'information, apporter des nouvelles informations, et à la fois exploiter au mieux cette information. Donc l'information de la clientèle sur les produits, les projets de l'entreprise. Donc là, c'est, disons, le commercial qui va informer la clientèle à partir d'argumentaires produits, de fiches produits, etc. À partir évidemment de books aussi promotionnels. Il va aussi se renseigner sur les stocks, etc. Et il va remonter des informations vers l'entreprise à partir du terrain, donc que ce soit bien sûr des commandes, mais aussi des réclamations, etc. Ces informations peuvent porter à la fois sur la demande, mais à la fois aussi sur la concurrence. Donc c'est tout l'intérêt d'un système de gestion, système d'information automatisé, centralisé, qui vont permettre bien sûr de créer de la valeur pour les entreprises. Alors, troisième grande mission, organiser l'activité commerciale. Pour organiser cette activité, eh bien, vous comprenez bien qu'il faut planifier, faire un reporting régulier de ses commandes, de ses stocks, de ses rencontres de visite, faire des rencontres de visite. Il va falloir aussi planifier, bien sûr, les visites auprès de sa clientèle. Il va falloir aussi analyser les résultats par portefeuille client et faire des propositions de plans d'action. Donc, les 3 grandes missions de la force de vente: gérer la relation client, donc le contact client, produire et traiter de l'information, je dirais exploiter, enrichir le système d'information, le SIC, on verra, le système d'information commerciale, et organiser toute la partie planification, gestion des tâches, budget, reporting régulier. Alors,
maintenant que nous avons vu les caractéristiques, je vous rappelle les deux grandes caractéristiques d'un réseau de vente, ce sont ses canaux de distribution et ses acteurs, c'est-à-dire la force de vente et les revendeurs, deux grandes caractéristiques. Nous voyons maintenant dans quel contexte agit ce réseau de distribution. Alors, premièrement, le cadre juridique. Alors, vous avez différents types de réseaux de distribution. Vous avez le commerce indépendant, le commerce intégré et le commerce associé. Alors, vous devez bien connaître leurs différences. Le commerce indépendant, c'est le commerce un peu traditionnel. C'est des types de points de vente sédentaires, de proximité, gérés par des commerçants libres, de tout contrat envers des fournisseurs ou d'autres commerçants. Donc, ils gèrent de façon complètement indépendante à la fois leur stock, leur clientèle, leur portefeuille client et bien sûr leur infrastructure, c'est-à-dire leurs locaux. Vous avez le commerce intégré, donc c'est à la fois la fonction de gros, les centrales d'achat et la fonction de détail. Ce sont les grandes surfaces, par exemple Carrefour, qui intègrent ses hyper, ses super, ses magasins de proximité. Vous avez les grands magasins populaires, Galeries Lafayette, Monoprix. Vous avez des grandes surfaces spécialisées, les GSS, donc comme Ikea, la Fnac, Castorama, Darty. Vous avez aussi toute la filière des hard discounters, tous les magasins d'usine et tout le système coopératif. Donc ça, c'est un commerce intégré. Enfin, vous avez le commerce associé, qui consiste en un regroupement de distributeurs indépendants, et ils s'unissent pour obtenir des meilleures conditions d'achat et de stockage. Mais ils conservent leur autonomie juridique. Alors, vous avez des groupements d'achat de détaillants, par exemple des coopératives. Alors, je vous rappelle par exemple que Leclerc, Intermarché, Système U, ce sont des groupements d'achat coopératifs. Vous avez aussi des chaînes volontaires, des chaînes d'associations qui existent, de magasins adhérents. Par exemple, vous avez dans la quincaillerie, le textile, etc. Vous avez les concessions. Alors, la concession, c'est une convention qui lie un fournisseur à un nombre limité de commerçants auquel il va réserver la vente d'un produit. Bon, tout le monde connaît les concessionnaires automobiles. Donc, le concessionnaire a des aptitudes professionnelles pour répondre à la nature particulière du produit qu'il va vendre. Et le fabricant va s'adresser à ces concessionnaires en particulier auxquels il va faire confiance pour vendre ses produits. Donc sont concernés les secteurs de l'automobile, de l'ameublement, des produits de luxe. Et enfin, et vous allez travailler dessus bien sûr, puisque c'est le type de commerce associé le plus important, dans lequel certainement vous faites vos stages, vous allez faire des stages, c'est la franchise. Donc un contrat par lequel un commerçant, un franchiseur, autorise un autre commerçant, un franchisé, à utiliser ses procédés de vente et ses produits sous sa marque et son enseigne, moyennant une redevance et parfois un droit d'entrée. Le franchisé, quant à lui, commande ses produits, bien sûr, il les paye, fait son commerce, distribue les produits, applique les marges et utilise la force du réseau franchisé, c'est-à-dire la publicité, la notoriété et toute l'aide logistique que son franchiseur va pouvoir lui apporter. Alors des franchises très connues, bien sûr, il y a McDonald's par exemple, Yves Rocher, etc. Coca-Cola aussi, c'est une franchise industrielle. Voilà pour les cadres juridiques. Ensuite, donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a une complexité croissante dans l'environnement. Et donc, nous allons voir les méthodes de vente maintenant. Alors, dans les méthodes de vente, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a les différents procédés de vente. Alors, une méthode de vente, c'est les techniques par lesquelles des producteurs et des distributeurs commercialisent leurs produits aux clients. Voilà. Alors, il y a deux critères qui vont permettre de différencier et de répertorier les méthodes de vente. On a les procédés de vente et on a le lieu de vente. Alors, dans les procédés de vente, il y a deux formes de livraison. Alors là, c'est très simple. Il y a la livraison immédiate ou la livraison avec une vente différée. Et le lieu de vente, bien sûr, on a les ventes en magasin, les ventes à domicile, les ventes sur Internet, etc. Donc, le but de ces procédés de vente et de ce lieu de vente,
c'est de mieux cibler le plus grand nombre de clients à un moindre coût, de façon à piloter plus efficacement le réseau, à créer de la valeur pour l'entreprise. Alors, si je reviens un petit peu avec la vente avec livraison immédiate, c'est la vente traditionnelle, la vente en libre service, le fameux VLS. Vous avez aussi tous les drives, qui sont un peu un compromis entre magasins traditionnels et commerce électronique. Et puis les ventes différées. Aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui est VAD, c'est bien sûr tout ce qui est vente par Internet. Et vous avez, n'oubliez pas que vous avez le e-commerce, mais vous avez aussi le m-commerce, c'est-à-dire la vente par mobile. Donc on verra, on va parler cette fois de cross-canal, hein. C'est-à-dire que le client va être amené à traverser différents canaux pour finalement finaliser sa vente. Je pense qu'on reviendra dessus. Alors, dans un troisième grand point, donc premier point, je vous rappelle les caractéristiques d'un réseau. Deuxième grand point, le contexte d'action des réseaux de commerce. Troisième grand point, quelles sont les options stratégiques des réseaux de commerciaux. Alors, les options stratégiques, c'est soit de choisir un circuit de distribution, alors un type de distribution, soit une distribution intensive, soit une distribution sélective, soit une distribution exclusive. Donc, trois mots que vous devez bien connaître. Alors, l'entreprise va choisir un circuit de distribution avec ces trois options possibles. Alors, elle va regarder donc intensive, c'est quoi? Implanter le produit dans un grand nombre de points de vente afin de maximiser le volume des ventes. À savoir bien par cœur. C'est quoi une distribution intensive? C'est implanter le produit dans un nombre de points de vente le plus important pour maximiser le volume des ventes. Généralement une grosse couverture géographique. Une distribution sélective, elle va viser un nombre d'entreprises, un nombre de magasins particuliers qui vont offrir un certain nombre de compétences. Le but de la distribution sélective, c'est pas d'avoir le plus de magasins possible, mais c'est de pouvoir établir des liens très étroits avec les intermédiaires et avec les clients au final. Enfin, la distribution exclusive, elle consiste à limiter le nombre d'intermédiaires autorisés à vendre le produit. C'est souvent le cas pour des produits de luxe. Et elles se prennent, les décisions stratégiques vont se prendre en fonction du degré de couverture et du degré de contrôle du réseau souhaité par l'entreprise. Voilà donc trois grandes options possibles. Intensive, multiplier les points de vente, maximiser les volumes. Sélective, au contraire, sélectionner les points de vente en fonction d'un certain nombre de critères pour pouvoir établir des relations étroites avec ses intermédiaires et ses clients finaux. Et une distribution exclusive, alors là on limite le nombre d'intermédiaires autorisés à vendre le produit. C'est le cas notamment des produits de luxe, parce que c'est souvent la rareté du produit pour créer une certaine rareté sur le marché. Souvent ce sont des produits aussi qui sont chers, qui sont tout à fait difficiles à trouver, et donc voilà, on va chercher une distribution plus exclusive du produit. Donc, pour ce choix du circuit de distribution, vous voyez qu'il va être très important pour les entreprises. La deuxième option stratégique, ça va être le choix d'organisation de la force de vente. Alors, est-ce qu'on veut une force de vente en interne ou est-ce qu'on veut une force de vente en externe? Alors, une force de vente en interne, eh bien, c'est tout simplement une force de vente qui est entièrement avec des contrats salariés et un contrôle hiérarchique sur l'ensemble de la force de vente, ou est-ce qu'on va chercher plutôt à, vendre des prestations de services à une force de vente externe, ne serait-ce que pour favoriser une implantation plus rapide de sa marque ou de ses produits au niveau géographique, et parce qu'on a, en termes de coûts aussi, on n'est pas capable d'augmenter sa force de vente en interne de façon très rapide. Donc on verra qu'une force de vente interne ou externe entraîne bien sûr des avantages, dans les deux cas, des avantages et des inconvénients.
Voilà. Euh, alors, pour finir, le réseau de vente, il va falloir que vous, dans tout ce qui a été dit, que vous repreniez bien les mots-clés, vous cherchiez les mots-clés euh, de ce chapitre. Par exemple, canal court, canal direct, force de vente interne, force de vente externe, etc. Que vous cherchiez les idées principales. Par exemple, une idée principale, c'est de dire que le réseau commercial est caractérisé par ses canaux et ses acteurs. Idée secondaire, eh bien, dans les canaux, on a des canaux courts, des canaux longs, directs. Et dans les acteurs, on a des revendeurs et une force de vente. Une idée encore secondaire, ce serait une force de vente interne, une force de vente externe. Donc vous allez dans le travail qui va suivre suite à cette vidéo et un petit questionnaire, vous aurez à travailler sur vos mots-clés, sur vos idées principales et secondaires. L'objectif, c'est que vous schématisiez ce cours suite à vos notes pour en faire ce qu'on appelle une carte mentale. Alors on va apprendre à la faire d'abord sur une feuille, sur une feuille format paysage. Puis je vous montrerai comment la travailler sous informatique avec tous les avantages que cela va pouvoir vous apporter. Vous voyez ici, je vous ai mis une carte mentale d'un cours de première sur un système d'information. Donc on apprendra à lire les cartes, où on voit quelles sont les caractéristiques d'un système d'information, quelles sont les différentes composantes, quelles sont ses qualités, ses désavantages, en quoi c'est un levier pour l'avantage concurrentiel, et une des fonctions essentielles qui est la veille informationnelle. En quoi elle consiste? Vous voyez, donc des élèves qui ont été chercher des idées principales secondaires, des mots-clés, pour schématiser leur cours. Voilà, donc ce chapitre est terminé. Je vais vous inviter maintenant donc à écrire vos mots-clés, à relire vos notes et à faire un petit questionnaire en ligne pour vérifier l'acquisition de ces notions.